Très bien, 14h02, donc ça y est, le webinaire est officiellement lancé. Alors, juste en préambule, la session est enregistrée. Alors, et votre micro est coupé. Si vous avez des questions, merci de les mettre par écrit dans l'onglet Q&A en bas dans votre écran. Et il y aura un temps consacré en fin de séance pour les questions et les réponses, justement. Et si jamais nous n'avions pas le temps de traiter toutes les questions, vous aurez une réponse par écrit par la suite. Chaque question sera traitée. Alors, je me présente, Sandrine Dereux. Moi, je suis responsable du service Relations Région à Bioeconomy for Change. Et je suis ravie d'introduire cette session aujourd'hui, ce webinaire qui est consacré la présentation de l'AMI fibre naturelle à usage textile et matériaux, AMI qui aura ses propres caractéristiques qu'on va pouvoir vous décrire par la suite. Petit focus, cette AMI fait suite à l'AMI sur les protéines végétales et nouvelles sources de protéines qui a été lancée auparavant avec un AMI interrégional, tout comme celui-là. Voilà, donc c'est le deuxième du genre que nous lançons comme initiative. Alors, plusieurs personnes ont œuvré à ce projet. Parmi elles, je voudrais citer Marie-Messe Guillaume Joly pour la région Grand Est, Anne-Sophie Renaud et Maxime Bob Toulard-Astel pour les Hauts-de-France, Aude Jouot et Maximilien Duval pour la Normandie. Sans oublier Claire Charlier et Jean Bossé pour Bioeconomy for Change. C'est grâce à leur travail et à la coopération de ces personnes que cette AMI a pu voir le jour. Alors, merci aussi à tous les participants aujourd'hui. Vous êtes nombreux à vous intéresser. Là, je vois, on est à 97. À vous intéresser à cette initiative et c'est tant mieux. C'est une preuve que les initiatives prises dans ces régions vous intéressent. Au niveau des participants, d'ailleurs, on peut signaler qu'il n'y a pas que des participants des trois régions citées, donc le Grand Est, les Hauts-de-France et la Normandie. Il y a des participants d'autres régions qui s'intéressent aussi à ce projet d'AMI, donc d'appel à manifestation d'intérêt. Au niveau des participants également, on voit bien qu'il y a une majorité d'entreprises de type, mais aussi l'ensemble de l'écosystème, aussi bien des plateformes, des universités, des membres d'écoles, des représentants du développement économique. Alors, ci-dessous, le programme, enfin, à l'écran, plutôt, je vais y arriver, le programme de ce webinaire avec déjà une présentation des différentes stratégies régionales qui seront présentées par, on a la chance d'avoir avec nous les trois vice-présidents en charge de ces sujets-là dans les régions. Un témoignage, un retour d'expérience sur un projet Symphonie, la présentation de l'AMI et puis la séance sur les questions-réponses et puis une fin à ce webinaire prévu aux alentours de 16 heures. Alors tout de suite, nous allons commencer par plutôt pour faire témoigner Philippe Mangin. Philippe Mangin qui est le vice-président bioéconomie, bioénergie et alimentation durable de la région Grand Est. La région Grand Est déploie déjà depuis plusieurs années sa stratégie bioéconomie. Comment s'intègre cette initiative et pourquoi l'avoir soutenue? Philippe Mangin, c'est à vous. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Je salue tout particulièrement mes collègues vice-présidentes Marie-Sophie et Clotilde. Je m'empresse de vous dire combien notre région est heureuse de participer à ce qui est en sorte une première, une AMI interrégionale. Vraiment, on est très heureux et notamment d'être mobilisés autour de cet immense enjeu qui est celui du développement des fibres naturelles. Alors, un mot peut-être, enfin quelques mots pour revenir sur la bioéconomie en région Grand Est et vous rappeler, parce que beaucoup le savent, que c'est une priorité déjà ancienne dans la région Grand Est, puisque nous l'avons annoncé comme tel
à l'occasion de l'élaboration du SRDE2I, du schéma régional de développement éco, en 2017, comme toutes les régions, en élaborant ce schéma. On s'est très vite arrêté sur la bioéconomie, les atouts que notre région possédait en la matière, et on a souhaité en faire une des grandes priorités de notre politique de développement économique. Persuadé que la stratégie bioéconomie, c'était un levier de transition économique. C'est la possibilité de faire émerger un nouveau modèle, une nouvelle économie, de transition agricole, de transition environnementale et sociétale. Vraiment, ça a été perçu comme le plus fort levier de la transition de notre territoire. Alors, on a élaboré en co-construction avec de très nombreux acteurs, mais tout particulièrement avec le pôle de compétitivité B4C, nous avons élaboré une feuille de route dans les années 2018-2019. Elle a été présentée et approuvée en séance plénière du Conseil régional en 2019. Et on a, dans cette feuille de route, arrêté 5 grandes priorités qui ont été complétées par une 6e au moment de la crise Covid et de l'élaboration du Business Act de notre région. Très vite, ces priorités, je les rappelle, les stratégies énergétiques locales, toutes énergies, mais bien sûr avec un volet tout particulier sur les biocarburants. L'émergence des bioraffineries territoriales, 2e priorité. On a cette chance de compter sur notre territoire le site de Pomac-le-Bazancourt, qui a vraiment été un élément déterminant dans notre stratégie et dans les priorités que nous avons arrêtées. Mais j'y reviendrai, on a maintenant une véritable bioraffinerie aussi à Golbet, à Saint-Avold-de-Carlin, avec toute la transformation du site Total. Vraiment, cette notion de bioraffinerie a tout son sens dans cette feuille de route et dans la nouvelle économie qui émerge sur le territoire. 3e priorité, agriculture durable et alimentation durable. Enfin, les matériaux biosourcés. Et puis la 6e priorité, les biotechnologies industrielles et la chimie du végétal. C'est celle donc que nous avions rajoutée au moment du Business Act. Alors, bien évidemment, on est une région agricole importante, comme le sont Normandie et Hauts-de-France, évidemment. On est leader dans certaines cultures, le colza, les céréales. En tout cas, on a une ressource, si on y ajoute la forêt, de biomasse importante dans notre territoire. Et la bioéconomie, en permettant la transformation de toute cette biomasse locale et renouvelable, apparaît vraiment comme un vecteur de débouché aussi pour l'agriculture, en plus du développement économique qu'elle permet. Vous dire que cette stratégie élaborée en 2019, aujourd'hui, avec un peu plus de 3 ans de recul, nous permet de constater que nous avons su embarquer plus de 300 acteurs sur le territoire Grand Est. Plus de 300 acteurs. Nous avons décliné toutes nos priorités en élaborant des contrats de filière qui ont pu mobiliser tous ces acteurs et en faire des signataires engagés. Et donc, on a vraiment une vraie dynamique. 300 acteurs, c'est assez incroyable. Je me souviens des premiers états généraux de la bioéconomie que nous avions organisés. On était une grosse centaine dans la salle et vraiment, la notion de contrat de filière a été une occasion de mobilisation et d'entraînement assez remarquable. Plus de 300 acteurs qui ont tous ensemble cheminé pour que
vraiment l'agriculture se retrouve pleinement dans cette stratégie de la bioéconomie qui, a priori, pourrait mobiliser davantage les maillons économiques, les industriels, etc., et peut-être un peu moins l'agriculture. Donc, nous venons de franchir une nouvelle étape avec la Chambre régionale d'agriculture et les grands acteurs professionnels, en nous réunissant autour d'un objectif que nous appelons Ambition 2030 et qui consiste à ce que l'agriculture soit complètement partie prenante de cette stratégie bioéconomie et au-delà de toute une politique que nous appelons celle de l'économie du vivant et qui intégrera donc tous les usages issus de l'agriculture et de la biomasse. Et donc, nous avons construit dans la région et ses services maintenant une direction de l'économie du vivant qui embrasse donc tous les champs de la bioéconomie, de l'agriculture et de la forêt et arrêter 4 enjeux majeurs: la sécurité alimentaire, la santé des sols, de l'air et de l'eau, les bioproduits et la souveraineté énergétique. Et cette ambition est encore en cours de construction avec la Chambre régionale d'agriculture, mais aussi l'interprofession forestière, et bien évidemment toujours le pôle de compétitivité Biforcy, qui est pour nous vraiment le co-acteur de cette stratégie. Et nous présenterons à notre assemblée plénière de juin tout ce travail pour validation. Voilà, alors sans être beaucoup plus long, vous dire quelques mots sur les fibres naturelles et pourquoi, au fond, aujourd'hui, ce sujet qui réunit nos 3 régions et cette AMI interrégionale. Bah, d'abord parce que nos 3 régions sont productrices de fibres végétales, malgré nos différences. Nous sommes de grands producteurs de lin, de chanvre, d'ortie, bien évidemment de forêt sous toutes ses formes. Nous souhaitons appuyer le développement des acteurs de la transformation des fibres végétales, et chacune de nos régions compte quelques acteurs historiques et qui sont de véritables pépites en la matière, dans la filature, le tissage, etc. Nous, région Grand Est, nous misons beaucoup sur le pôle autour de l'agglomération de Troyes, qui a une histoire textile importante. Nous sommes mobilisés dans nos 3 régions sur la recherche et le développement. Et là, vraiment, notre réunion nous permettra de faire beaucoup plus et beaucoup mieux en termes de complémentarité de tout le secteur académique. Nous allons participer ensemble à la promotion et même à la commercialisation des fibres végétales. On peut imaginer ensemble des présences dans des salons internationaux. En tout cas, vraiment, nous avons cette volonté de promouvoir cette nouvelle économie, ce nouveau débouché. Et puis, bien évidemment, c'est un élément fort, celui de la transformation et de la valorisation des fibres naturelles, de l'économie circulaire que chacune de nos régions développe et souhaite développer ardemment. Donc, cette coopération, elle peut permettre vraiment de créer des synergies bénéfiques autour des fibres végétales en favorisant, je le disais, la production, la transformation, la recherche, la promotion et l'économie circulaire dans ce domaine. Donc, voilà ce qui nous a réunis. Encore une fois, on est vraiment très heureux que nos 3 régions aient cette même ambition pour le développement de ces nouvelles filières tellement prometteuses lorsqu'on évoque le futur des fibres végétales. Je vous remercie et je pense qu'il est temps maintenant que je laisse un peu de place à mes collègues. Merci beaucoup, Monsieur Mangin, pour ces paroles très encourageantes et très enthousiastes également.
On va passer donc à une autre région maintenant. On va switcher, on va remonter un petit peu plus haut du côté de la région Hauts-de-France et donner la parole à Madame Marie-Sophie Laine, vice-présidente en charge de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la pêche. Madame Laine, pouvez-vous nous parler du master plan bioéconomie et quelles sont, par exemple, les utilisations des fibres qui sont faites en région Hauts-de-France? Bien, bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Je salue également mes collègues Clotilde Odier et Philippe Mangin. Et je partage l'enthousiasme de mon collègue Philippe Mangin quant à cette concrétisation d'une volonté politique commune à l'échelle de nos 3 régions qui est, je pense, très, très porteuse d'avenir. Alors, peut-être en un mot avant de répondre à votre question, vous dire effectivement qu'on a un contexte qui est quand même très propice dans nos 3 régions et il faut souligner une demande mondiale en fibres qui a presque doublé ces dernières années, en tout cas ces dernières 20 années. 58 millions de tonnes en 2000, 113 millions de tonnes en 2021 et on projette 149 millions de tonnes de production en 2030. Donc, on est sur un marché qui est en pleine croissance et l'objectif, c'est de faire en sorte que nos régions et que la France, bien sûr, prennent les parts de marché sur ce marché en expansion. L'historique en Hauts-de-France, effectivement, c'est un master plan en faveur de la bioéconomie en 2018. En fait, c'est tout simplement une déclinaison du plan d'un plan, d'une volonté qui est européenne, qui est française également, mais avec une spécificité, bien sûr, par rapport à nos régions qui sont spontanément productrices en bioéconomie. Et donc, augmenter la production, c'est la première chose qui va de pair, bien sûr, avec la transformation et une valorisation des projets de l'écosystème. On a en 2020 adopté en plus une feuille de route en matière d'économie circulaire, puisqu'il faut produire des matériaux biosourcés à partir des ressources naturelles locales, et ça rentre pleinement dans notre objectif du master plan bioéconomie. Et puis dernièrement, l'année dernière, en 2022, on a en plus adopté une nouvelle feuille de route en REV 3 pour favoriser, là encore, le développement des filières d'avenir stratégiques et durables. On voit bien donc que ces sujets mobilisent de manière transversale de plus en plus de directions dans nos institutions régionales et que ce qui était à la base une initiative liée à l'agriculture et finalement à la biomasse devient de plus en plus une initiative partagée par les vice-présidents au développement économique ou à REV 3 qui fait partie, qui est transversale dans toutes nos politiques. On est, je vous l'ai dit, des territoires particulièrement et naturellement concernés par la bioéconomie. On a mis en place en 2022 également une convention protéines avec les 2 régions Normandie et Grand Est. Et dernièrement, donc, cette AMI, début 2023, et je ne reprendrai pas les propos de Philippe Mangin, mais on partage en fait une volonté politique stratégique commune de pouvoir, on va dire, profiter de manière réciproque et pour tous nos territoires de l'écosystème en matière de recherche, en matière d'investissement. On a eu une belle journée en région en début d'année qui a démontré qu'il y avait quand même beaucoup d'acteurs, bien sûr sous l'égide de B4C, qui est notre point d'ancrage et notre point commun. Eh bien, je pense qu'on peut bâtir des projets qui seraient conjoints ou assis sur nos régions, différentes régions. Nous les examinerons avec désormais le même œil stratégique et même si nos budgets restent bien séparés, ça ne nous empêchera pas d'investir de manière conjointe sur des projets qui pourraient concerner nos régions respectives. Un mot sur la filière à proprement parler en Hauts-de-France. Je vous parlerai du lin en particulier qui se développe assez rapidement. Nous ne sommes pas la région Normandie à ce sujet, mais
On est quand même la deuxième région productrice de lin avec près de 50 000 hectares de production par an, 135 000 tonnes. C'est une production qui est intéressante à plusieurs titres, et notamment parce qu'elle est rémunératrice pour les agriculteurs, avec des marges brutes qui peuvent atteindre jusqu'à 10 000 € l'hectare. Et ça, évidemment, c'est très intéressant, même si dans les rotations, on plante du lin une fois tous les 6 ou 7 ans, eh bien, il y a quand même une vraie valeur ajoutée. 53 projets financés via le FEADER pour accompagner l'acquisition d'équipements agricoles adaptés à la production de lin textile. C'est vous dire quand même l'importance des volumes d'investissement. Et on a spécialement mis le curseur sur les bâtiments de stockage. Sur l'aval de la filière, c'est près de 10 millions d'euros qui ont été consacrés à la recherche et développement et à l'investissement industriel. Donc, je citerai Batilin, pour lequel on a financé le projet d'implantation d'une chaîne de production de blocs en béton lin. L'entreprise Timobat, qui fait du transfert industriel d'une mousse isolante en terre et en lin pour l'industrie du bâtiment. L'entreprise Camélin, qui a bénéficié d'aide pour un complexe acoustique multifonction éco-responsable en lin. Et enfin, Safilin, qui est une entreprise qui a pour but de redévelopper et de relocaliser la filature du lin en région. On va poursuivre ces efforts pour faire face aux besoins de recherche variétale ou encore aux besoins importants d'investissement dans les outils de production. Un mot sur le développement de la filière chanvre qui croît d'année en année. Et là encore, je fais un grand clin d'œil à la région Normandie, puisque la région Normandie a financé l'an dernier un prototype en fait pour récolter le chanvre. Et nous sommes également, nous aussi, en région Hauts-de-France, sollicités par des coopératives, des producteurs qui ont trouvé en fait le moyen de couper la fibre en deux. C'était un vrai problème en fait pour augmenter la production. C'était le problème de la récolte du chanvre. Mais bien désormais, je pense que ce pas a été franchi sur le terrain et nous accompagnons les premiers achats d'équipements pour activer la production de chanvre qui va finalement permettre d'étendre les surfaces de production qui étaient jusque-là dédiées au lin. Le chanvre est un petit peu moins fragile, il se cultive sur des terres peut-être un petit peu moins spécifiques et il va venir en complément et en extension des surfaces de lin. On a une forte demande en fibres textiles d'origine naturelle aujourd'hui, même en région avec Safilin que je citais. Les acteurs de la filière s'intéressent au développement donc de la filière chanvre dont je viens de parler et je pense qu'on va être dans les années à venir sur une vraie stratégie de développement. On a également en aval de la filière un projet qui s'appelle Pécan Chanvre, qui est une opération de démonstration pour la rénovation de 50 logements sociaux en béton de chanvre avec maison et cité. Voilà, juste un mot pour vous dire effectivement que la fibre, ce n'est pas seulement le lin ou le chanvre, c'est aussi les orties qui ont été citées par Philippe Mangin, alors un petit peu moins développé quand même, mais il y a quelques hectares en test au niveau de notre région, et c'est nécessaire en fait de planter plusieurs milliers d'hectares pour lancer une filière textile et une filière qui puisse développer des débouchés en matière alimentaire et cosmétique. Pour le moment, on va dire que c'est quand même en développement, mais à confirmer. Le miscanthus, un petit peu plus présent, avec plus de 1000 hectares qui sont produits par an. C'est un chiffre qui a quasiment doublé en 5 ans, donc c'est quand même notable. Et il est aujourd'hui utilisé principalement comme litière. C'est l'essentiel des débouchés pour cette production de miscanthus, ou dans des chaudières biomasse, où il vient utilement prendre le relais du bois ou compléter 20% de la production. Et puis enfin, je citerai la paille, qui est vraiment en développement aussi dans le cadre surtout des éco-matériaux,
ou encore la caséine de lait qui est utilisée dans le cadre de la fibre textile. Voilà ce que je pourrais vous dire sans être trop longue sur les spécificités de notre région, mais qui rentrent vraiment pleinement dans le cadre d'un développement collectif à l'échelle de nos 3 régions. Et là encore, comme Philippe Mangin souligne, tout le bénéfice que nous pouvons attendre de ce travail commun. Eh bien, merci Madame Laine pour ce panorama très illustré, très exhaustif des fibres en Hauts-de-France. Maintenant, on va écouter le témoignage de Madame Clotilde Heudier, donc, qui est vice-présidente en charge de l'agriculture et des ressources marines pour la région Normandie. Et comme l'a dit Madame Laine, la région Hauts-de-France est seconde région productrice de lin. La Normandie, c'est la première. Donc, quel accompagnement sur toute la chaîne de valeur par la région Normandie sur le lin, et qu'en est-il du chanvre, par exemple? Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Si on vous entend parfaitement. Ouais, parce que je suis en voiture, donc c'est pas très facile. Merci de participer. Voilà, si vous avez 5 minutes, j'ai le temps de descendre puis d'aller dans mon bureau, mais je pense que ça va être, vous avez tous un emploi du temps assez. Voilà, bonjour à tous. Moi, je suis ravie de vous retrouver et puis de retrouver la région Grand Est et puis Hauts-de-France. On s'était déjà vu au mois de février à Lille pour lancer la grande AMI. C'est la première région française productrice de lin. La surface a doublé. En 8 ans, on a plus de 85 000 hectares de lin. La région accompagne cette filière depuis 2014, à la fois sur le matériel dans les exploitations agricoles, le stockage en bâtiment, mais aussi toute l'industrie du lin, et particulièrement le teillage, qui est très, très novateur et qui investit beaucoup en ce moment. Tous les teillages ont au moins remis dans leur bâtiment au moins une teilleuse. Donc, vraiment une grosse dynamique sur le teillage de lin. On a, comme Marie-Sophie dans les Hauts-de-France, soutenu aussi une filature, French filature, qui est portée par Natop en région Normandie. C'est un peu plus de 2 millions d'euros, et on a financé tout ce qui est innovation à hauteur de 5 millions d'euros depuis 2014. Dire aussi, voilà, on a lancé notre belle filière chanvre qui se développe beaucoup en Normandie, parce qu'on va tripler des hectares cette année. Alors, une volonté du chanvre est aussi un peu la crise du sucre et la fermeture d'une sucrerie en région, qui a obligé les agriculteurs, voilà, à se réorienter vers d'autres cultures, et le chanvre. Et comme on avait des tailleuses et des teillages de lin en Normandie, ça a été aussi l'occasion de remettre sur le territoire cette culture qui est pas consommatrice de phyto ni d'eau. Mais le problème du chanvre, c'est qu'en fait, on n'avait pas le matériel pour pouvoir récolter le chanvre. Donc, avec un constructeur belge, on a financé un prototype pour pouvoir récolter le chanvre. Le chanvre ne s'arrache pas, il se coupe, et il faut aussi couper la fibre en 2 morceaux égaux. Donc, on a soutenu la création de cette machine. On en a 2 actuellement maintenant qui tournent en Normandie, et le carnet de commandes du fabricant se remplit. Rappeler que ces fibres aussi, on le vend en poudre parce que c'est des fibres naturelles, donc qui ont un côté sociétal important. Et rappeler que cette AMI, justement, sur tout ce qui est fibres naturelles, voilà, mettre bien en avant qu'on travaille sur tout ce qui est naturel. Je pense que ça a son sens au jour d'aujourd'hui, que ce soit de la fibre de lin, de la fibre de chanvre, du miscanthus, bien même de la fibre de bois. Alors, comme Grand Est et puis Hauts-de-France, on a mis en place aussi notre stratégie bioéconomie, issue d'une concertation avec l'ensemble des professionnels. On avait mis en place des assises sur la bioéconomie pour bien définir les 5 thèmes sur lesquels on voulait aller. Et il y avait en particulier la protéine végétale, la bioéconomie bleue, les fibres naturelles, les bioénergies et la chimie biosourcée. Donc, qui ont pour but, en
en fait de valoriser toute la biomasse que l'on peut avoir sur le territoire de Normandie. Et voilà, on s'est trouvé je dirais des atomes crochus avec Hauts-de-France et puis Grand Est pour développer toute cette fibre végétale à vocation textile, mais aussi matériaux pour le but de cette AMI, c'est surtout d'identifier l'ensemble des projets de développement en faveur des fibres naturelles à usage textile et matériaux à travers la recherche, mais aussi le développement, l'innovation et surtout des projets collaboratifs sur l'ensemble des 3 régions. Alors, il faut rappeler qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment sur le territoire français et ça peut venir en complément aussi de tout ce que l'État lance en ce moment. C'est pas opposé, bien au contraire, ça peut être qu'on peut aller plus loin pour aller chercher des financements même interrégionaux ou européens. Il y a encore beaucoup de choses à faire sur la fibre parce qu'on la connaît essentiellement au niveau textile, mais au niveau des matériaux et ce qu'on peut en faire et valoriser aussi tous les sous-produits parce que sur le chanvre et le lin essentiellement, on a beaucoup de sous-produits qui, à mon avis, méritent qu'on s'y intéresse pour créer d'autres produits à base de ces sous-produits. Mais pour ça, on a besoin de moyens financiers, de recherche et d'innovation et d'être à plusieurs sur les projets. Voilà, je ne veux pas être plus longue, mais je suis ravie de participer à ce lancement de cette AMI et j'espère et j'encourage les nombreuses personnes qui sont présentes à répondre à cette AMI. Et comme hier, il y a déjà eu, je crois, une webinaire avec l'État sur cette thématique-là, bien dire aux futurs porteurs de projets, enfin, aux futurs porteurs de projets qui nous écoutent, que c'est pas que même s'ils déposent un dossier à l'État, ils peuvent aussi déposer un dossier à l'échelle de nos 3 régions. Je pense que ça peut être complémentaire. Eh bien, merci Madame Eudier sur ces bonnes paroles, parce que c'est exactement ça. Ça va être un vif encouragement à déposer des projets pour nos acteurs. Je voulais préciser aussi déjà remercier nos 3 élus d'avoir participé à ce webinaire, remercier de nous soutenir dans nos initiatives et pour l'ensemble des acteurs, hein. On voit bien que chaque région a sa politique en matière de bioéconomie en fonction des caractéristiques et des atouts de chaque région, mais c'est enrichissant, c'est tout à fait intéressant de voir qu'on peut également travailler en commun pour ouvrir de nouveaux horizons pour les acteurs et de nouvelles perspectives, tout simplement. Donc, sans plus attendre, pour avancer sur ce webinaire, je vais passer la parole à mon collègue Jean Bossé pour la suite du programme. Merci Sandrine. Effectivement, on souhaitait lors de ce webinaire aussi mettre en avant en fait un projet exemplaire, référence en matière de dynamique collaborative interrégionale, donc entre les 3 régions Grand Est, Hauts-de-France et Normandie. Et donc, forcément, on a pensé au projet Symphonie qui du coup, est un très bel exemple de collaboration entre industriels et académiques sur ces 3 territoires-là. Donc, je vais laisser la parole du coup et l'écran du coup à Pierre Bonneau pour FRD qui était chef de file du projet et Damien Soula pour l'ANCET qui était président du comité scientifique pour ce projet. L'écran est à toi et la parole est à toi, Pierre. Oui, bonjour à tout le monde. Normalement, vous devez voir mon écran. Si c'est bon pour vous, Jean. Si Par contre, si tu peux te mettre en plein écran éventuellement. Voilà. Donc, parfait. Merci de l'occasion qui nous est faite. Alors, on est là pour témoigner de ce qu'on a initié il y a plus de 10 ans, puisque Symphonie était un PSPC, projet structurant de pôle de compétitivité. Et bon, à l'époque, on était plus jeunes, donc plus sans aucune arrière-pensée, et on avait de manière un peu provocante appelé le projet structuration d'une filière française technique végétale lin et chanvre à usage matériaux. Alors, on va réexpliquer avec Damien la volonté des 20 partenaires de ce projet, mais c'était déjà un projet qui voulait être interrégional, interfilière, soutenu par 4 pôles de compétitivité, mais surtout financé au-delà de BPI France au titre des investissements d'avenir par 10 collectivités territoriales, et on était encore à l'époque dans les anciennes régions.
donc par les 3 régions actuelles et les 5 des anciennes régions. Donc, dans ce cadre-là, on a désarchivé les diapos de l'époque, hein. L'idée, c'était que ce consortium soit animé paritairement par notre centre technique FRD, qui est basé historiquement en région Grand Est et qui, depuis plus de 5 ans, est présent en Hauts-de-France au travers du CODEM dédié aux bâtiments durables. En représentant des industriels qui est normand et qui s'excuse de ne pouvoir être présent, donc Karim Bellouli, Ecotechnilin, Natop Fibre, et puis notre président de comité scientifique, Damien Soula de Lancet, donc sur Roubaix, école reconnue internationalement dans le domaine des textiles, qui présentera les travaux du comité scientifique. On n'aurait pas pu réussir ce travail d'animation aussi important sans l'appui de B4C, à l'origine Guillaume Joly et à la fin Jean Bosset, et de notre cabinet DSC, Alexis Guillard. Alors, l'idée cet après-midi, c'est d'être assez court pour vous présenter l'ambition qu'on avait à l'époque et qui fait écho au positionnement et aux interventions, à mon sens, des 3 vice-présidentes et vice-présidents de nos 3 régions. Il y avait un enjeu de dissémination scientifique et depuis, le projet a généré des grappes de projets. Alors, j'en ai repris quelques-uns, mais l'ensemble des projets ont été très, très résumés par l'ensemble des 3 vice-présidentes et vice-présidents de nos régions. Alors, l'idée à l'époque, c'était, et c'est toujours le cas, c'était d'organiser une offre de production en fibre végétale. Alors, plus qu'organiser, c'était de rendre visible une offre France exportable de solutions dans différents domaines des matériaux. Alors, le lin est exporté mondialement dans les textiles, le chanvre est exporté massivement en dehors de France, mais l'idée, c'était d'encore aller plus loin dans le domaine des bétons, des isolants, des pièces plastiques et composites. Donc, l'idée, c'était vraiment de rendre visible cette offre collective France, issue principalement des outils industriels de nos régions, et ça a été très bien redit dans les propos introductifs. Pour ce faire, on est parti avec les principaux acteurs actifs industriellement à l'époque, que je vais représenter après, et malgré leur présence très active industrielle et commerciale, il y avait plusieurs axes de progrès qui sont toujours d'actualité, même si en 10 ans, il y a eu d'énormes avancées industrielles et commerciales dans nos filières. Donc l'enjeu constant, c'est d'améliorer la capacité à extraire les bonnes fractions, c'est ce qu'on appelle le teillage, le défibrage selon les filières. L'enjeu, c'est d'améliorer les propriétés que le végétal n'a pas naturellement. Donc, c'est la fonctionnalisation des renforts, des fibres ou des granulats selon les marchés applicatifs. L'objectif, c'est aussi d'améliorer la mise en forme, et notamment la mise en forme textile pour usage composite, pour ouvrir de nouveaux marchés. Et puis, il est toujours important de créer des standards de production, même si on a beaucoup évolué en 10 ans. Et il y a encore une bataille qui est partiellement gagnée, mais pas totalement, c'est celle de la modélisation, que les données issues de nos matières soient bien dans les modèles utilisés par les industriels d'application pour modéliser les pièces. Modélisation de pièces composites, modélisation de parois et de comportements thermiques pour les bâtiments. La modélisation est encore un sujet d'actualité. L'idée, c'était au travers de ces innovations, parce que le but, c'était vraiment de structurer une filière et d'en améliorer les performances, c'était de montrer la réalité de ces innovations dans le cadre de développement industriel et commercialisable. Isolation, béton au pluriel et composite et plasturgie ont été les démonstrateurs du projet. Et tout projet ne peut pas marcher s'il n'y a pas une dissémination des résultats. On avait créé un club d'intérêt avec plus d'une centaine de participants, et notamment le rendu a eu lieu à Lancet à la fin du projet sur Roubaix. Donc, concrétiser l'attractivité de nos filières, c'est quoi? C'était garantir aux industriels finaux, nos clients, la disponibilité en volume et en prix de gamme de solutions. Donc, la disponibilité est là. Après, il faut voir selon les types de qualité. Et il y a toujours la bagarre de l'adéquation, performance technique, prix et désormais systématiquement performance environnementale, ce que permet tout particulièrement les filières lin et chanvre, mais pas uniquement.
fournir des matières végétales à performance et optimisée dans un catalogue unique, certifier les chaînes d'approvisionnement et fournir des fibres systématiquement à gains environnementaux démontrés. Donc, ce travail est toujours d'actualité, même s'il a énormément progressé. Et l'idée, c'était de dire, dans nos régions, et en particulier dans nos 3 régions, on a tout l'outil industriel de production au champ, de première transformation, taillage, défibrage pour le lin et le chanvre notamment, mais pas exclusivement, et deuxième, troisième transformation. Quand on est en région Grand Est et qu'on fait du chanvre, on ne peut pas travailler sans un acteur du peignage ou de la cotonisation, qui sont par exemple en Haute-France. Mais on peut citer plein d'autres exemples, et ça a été très bien dit dans les propos introductifs. Donc, avoir affiché une offre avec différents sites de production, souvent réguler la qualité par des techniques d'assemblage qui sont utilisées par Ecotechnilin pour produire des non-tissés, qui sont utilisées par Safilin pour produire des fils de qualité régulière avec 10 à 20 lots de fibres de lin utilisées pour chaque production de lin, sont des enjeux importants. Avoir toute une gamme et maintenir des outils industriels, et Dieu sait que les régions ont soutenu et ont permis le maintien de tout un tissu industriel de deuxième, troisième transformation, c'est important. Rendre lisibles les conditions d'approvisionnement et offrir aussi, grâce à tout notre tissu de partenaires académiques et sans techniques très dynamiques sur ces sujets dans nos 3 régions, une plateforme de compétences pour que les industriels d'application puissent puiser. C'était la volonté de l'époque de rendre lisible cette offre dans ce cadre-là. Alors, qui dit diversité de fractions et de marché, dit diversité de mise en forme. Aujourd'hui, pour faire des bétons, il faut des granulats. Il y a des enjeux de normalisation de ces granulats végétaux. Le béton de chanvre est assuré. Demain, le béton de lin pourrait l'être. Et l'exemple du bâti-lin qui a été cité est un très bon exemple dans ce cadre-là. Il y a des travaux aussi en Normandie et en Grand Est pour valoriser des fibres végétales et non pas des granulats dans le domaine des bétons, dans le domaine des chats fluides. L'isolation, c'est aujourd'hui 10% du marché est biosourcé en France. L'objectif à 5-10 ans, c'est 20%. Donc il y a aussi des places à prendre. Plasturgie et composite font partie des développements dans nos régions. Donc, la filière qu'on avait voulu structurer, j'ai évidemment laissé la présentation un peu complexe de la filière, mais c'était de dire il faut qu'on travaille, et c'est et notamment grâce à l'appui de nos régions, à améliorer la partie champ et culture variété, améliorer la partie taillage, défibrage et préparation des matières, apporter des fonctionnalisations que le végétal n'a pas naturellement, et travailler sur toutes nos chaînes de valeur qui, à l'époque, on avait du mal à expliquer, mais qui permettent de se déployer d'année en année sur de nouveaux marchés applicatifs. Donc l'idée, c'était vraiment d'agir à plusieurs, avec 20 partenaires et 15 millions d'euros de budget collectivement sur 5 ans, 2012-2017, renforcer les synergies scientifiques et capitaliser et disséminer au travers d'un club d'intérêt. Donc, sur le fractionnement, l'idée, c'était de dire organisons cette offre par une gamme, améliorons les propriétés mécaniques de ces matières avec une génération 1, améliorons les états de surface de nos fibres pour qu'elles soient fonctionnalisables et qu'elles puissent rentrer dans de nouveaux marchés applicatifs, c'était la génération 2. Et puis, garantissons la reproductibilité de qualité, et ça, c'était l'étape ultime, la génération 3 qu'on avait prévue au cours des 5 ans du projet. Alors, quelques focus. On a, dans notre centre technique, déposé un certain nombre d'enveloppes solo et brevets issus de la capacité à développer des chaînes de transformation, et on a pu rentrer dans un savoir-faire qui nous permettait, selon les types de fibres et selon les types de process, d'orienter les fibres en propriété mécanique ou en propriété choc. Et si on n'avait pas fait Symphonie, on n'aurait pas réussi à développer avec Forestia dans l'Oise une innovation de rupture qui est validée en production depuis le début de l'année dans un autre projet investissement d'avenir complémentaire. Désormais, les pièces plastiques injectées automobiles sont allégées de 40% et pas simplement de 20%. Ça permet d'amener des gains CO2 carbone de l'ordre de 50% aujourd'hui en situation industrielle. Mais c'est la base de connaissances dans Symphonie qui nous a permis d'avancer sur ces sujets-là.
Un deuxième focus, c'est que collectivement, l'ensemble des 20 partenaires ont pu élaborer 14 fiches techniques comme autant d'outils de dialogue entre les différents acteurs industriels et les maillons des filières. On n'aurait pas pu faire ce travail sans les 20 partenaires du projet, le club d'intérêt et la centaine d'autres acteurs complémentaires qui nous ont donné accès à leur cahier des charges, et sans des expérimentations croisées avec des partenaires externes comme la CELC, désormais l'Alliance du lin et du chanvre européen, suite à leur changement de nom, ou à d'autres consortiums de projets, notamment en Normandie, projets de niveau national, Fiabilin, qui était porté par Arkema à l'époque, basé au Cerf d'Atto en Normandie. Autre illustration dans les démonstrateurs, ces innovations et portées par les producteurs de renfort du projet avaient permis d'aboutir avec Stratiform en Hauts-de-France, leader européen des faces avant de train, tram, tramway, TGV, de sortir une cabine de train en lin. À l'époque, il y avait toujours des débats, les industriels se protégeaient. Oui, nos fibres allègent, mais les industriels, pour se protéger, mettaient plus de plis et de renforts et de quantité de renforts que nécessaire. Donc, on avait déjà pu démontrer qu'on amenait réellement des gains de masse sur ce type de pièces présentées au GIEC en 2017, des gains de masse de 20%. Et on avait pu démontrer qu'on passait un certain nombre de cahiers des charges feu-fumé dans les normes ferroviaires européennes. Donc, grâce au travail fait avec les pôles B4C et e-Trans depuis la fin du projet, grâce à l'implication de la SNCF et la poursuite des partenaires de Symphonie dans le ferroviaire, grâce au soutien de la région Hauts-de-France et l'ADEME Hauts-de-France dans un projet qui s'appelle Mbappé, on a communiqué la semaine dernière, et ça sera présenté au GIEC la semaine prochaine, sur une nouvelle pièce ferroviaire que la SNCF va mettre en circulation à base de lin, et à base du lin issu des Hauts-de-France et de Normandie, pour traduire cette première réalisation. Troisième focus, Lafarge et les 250 chercheurs du site R&D de Lafarge dans l'Isère s'étaient emparés des problématiques de granulats végétaux et avaient mis au point un bloc porteur à base de lin et de chanvre, et déposé 2 brevets dans ce cadre-là. C'était la première fois qu'on démontrait la possibilité de faire un bloc porteur à base de fibres naturelles, en complément des travaux en région Hauts-de-France d'Alkern, qui a développé un bloc de bois et un bloc de miscanthus. À l'époque, c'est des questions de prix de revient qui avaient fait arrêter les développements, mais qui ont été repris depuis, et il y a un certain nombre d'industriels qui communiquent activement sur ces sujets. Bon, au niveau de notre centre technique, je passe, on avait mis au point tout ce continuum qui est toujours d'actualité et qu'on déploie d'année en année, de projet en projet, notamment grâce au soutien de la région Grand Est, pour attaquer et ouvrir de nouveaux marchés. Alors, sur le plan académique, je te laisse la main, Damien. Merci Pierre. En effet, j'ai eu la chance de présider ce comité scientifique qui était constitué donc des partenaires académiques et des partenaires R&D industriels. Symphonie, c'était également donc ces 5 thèses de doctorat que vous avez là sur ce slide, et dont la particularité est qu'elles ont bénéficié de cofinancement, alors particulièrement de 2 des 3 régions, hein, en sachant que également il y a eu des thèses donc, qui ont été cofinancées par les industriels. En sus de ces 5 thèses de doctorat, dont je ne détaillerai pas le contenu, puisque Pierre l'a bien décrit, hein, à des échelles différentes, Symphonie, c'est également de la formation, donc un emploi de 18 stagiaires de différents niveaux, parce qu'on souhaitait, au niveau du comité scientifique, contribuer à cette formation scientifique. Si tu veux bien passer, Pierre, à la slide. Merci beaucoup, Pierre. Alors, on a besoin de disséminer, hein, que ce soit à l'échelle scientifique ou à l'échelle industrielle. Donc, Symphonie a généré un grand nombre de disséminations scientifiques, des enveloppes solo également, comme l'a rappelé Pierre, et des brevets. Et je tiens à souligner qu'un grand nombre de ces productions scientifiques ont impliqué plusieurs des entités
industrielle et académique. Et puis, donc, à une échelle différente, mais beaucoup plus accessible parfois pour des industriels que les articles scientifiques, ces mémentos, ces panoramas des marchés que la communauté connaît bien maintenant. Donc, je vous ai mis les couvertures donc, des éditions 2016 et 2020 et qui ont été bien alimentées donc, par le programme Symphonie. En termes de dissémination scientifique, quelque chose qui est également bien intégré, c'est le colloque tous les 2 ans, donc de fibres naturelles et polymères en région Grand Est sur 3, et notamment ici l'image du colloque de 2016, où un certain nombre d'interventions qui portaient sur les travaux de Symphonie ont eu lieu. Et si tu veux bien passer, Pierre. Merci beaucoup. Et enfin, alors Karim s'excuse, il ne peut pas être là avec nous pour présenter. Donc, au niveau du comité industriel qui est regroupé, un certain nombre de disséminations industrielles, Pierre l'a cité, avec l'exposition au GIEC, c'est l'image que vous avez en bas à droite, de la cabine avant du TER, mais également cette manifestation qui a eu un peu pour clôturer le programme en septembre 2017 à l'ANSET, où à nouveau donc Stratiform avait véhiculé cette cabine avant et donc qui a été exposée. Et donc ça a généré des livres blancs de pratiques clés d'approvisionnement et qui représentent bien toutes les échelles dont a décrit Pierre. Donc voilà pour ces 3 slides sur les aspects scientifiques. Pierre, je te donne la parole. Oui, donc bon, je n'ai pas mis tous les projets, j'en connais un certain nombre, mais pas tous. Symphonie a été à l'origine de nombreuses grappes de projets. Donc les fiches techniques diffusent encore et sont encore utilisées en routine par un certain nombre d'acteurs et 20 membres de Symphonie. Il y a des gros travaux sur la mesure du taux de rouissage. Bon, alors, il y a des gros travaux en Normandie, Hauts-de-France sur les suivis qualité du lin. Il y a aussi des gros travaux en Grand Est sur le suivi du rouissage. Donc nous, on a participé à tout un continuum de projets, la liste est longue, et ça nous a amené à créer un laboratoire commun avec l'UMR-FAR et INRAE URCA pour travailler sur ces sujets. Et on est en train en ce moment de protéger des indicateurs de suivi de taux de rouissage qui marchent au champ pour le champ. Et de déployer avec Construire en champ des outils un peu novateurs par analyse d'image, du contrôle qualité des granulats de champ pour béton. Dans ce cadre-là, il y a les travaux de fractionnement et fonctionnalisation des fibres, comme je disais tout à l'heure, en plasturgie, ont été repris et amplifiés dans un projet investissement d'avenir piloté par Faurecia dans l'Oise, à Méru, et a abouti au nouveau produit Nafine Perf qui permet d'alléger de 40% les caisses. Ces travaux sur fibres fonctionnalisées sont repris par le laboratoire qualité 4FM parce qu'il faut mesurer et garantir la qualité de la fonctionnalisation apportée aux enjeux industriels associés et sont déployés dans d'autres champs, chats fluides et béton fibré. C'est un projet ADEME fibre à béton. Il y a eu beaucoup d'investissements sur des farines micronisées pour entrer dans la cosmétique, dans la plasturgie et dans d'autres secteurs assimilés sur des tailles entre 50 micromètres et 500 micromètres. Et puis, je finis par le meilleur. Il y a eu énormément de projets de R&D financés par nos régions, l'ADEME nationale, les pays nationaux, projets européens. Donc, Damien, tu étais dans Souchy pour développer des renforts à base de chanvre. En Normandie, et notamment, il y a eu le projet Flower qui vient de se finaliser, où Ecotechnila, et pas seulement Ecotechnila, groupe de Pestel également, ont développé pas mal d'innovations. Et puis, le projet Mbappé, pièce ferroviaire que j'ai évoqué. Alors, il faut juste avoir en tête qu'à l'époque, le textile était un vrai sujet dans le lin, mais encore un peu une chimère dans le champ. Il est clair que Symphonie, c'est un projet 2012-2017. Sans doute, on aurait eu une autre approche, et c'était très bien dit dans le propos introductif, en matière d'enjeux autour des filières chanvre qui regroupent nos 3 régions actuellement.
Le club d'intérêt Symphonie qui a très bien marché, à la fin du projet, s'est posé la question de son devenir. Donc, comme on voulait, on est parti du travail, on est partisan du travail en réseau et l'économie de fonds publics. On a considéré collectivement que la communauté matériaux de Biforcy était le lieu et un des lieux pour poursuivre ce travail-là. Donc, à l'époque, Karim Bellouli était président de cette communauté. Voilà, étant devenu vice-président de Biforcy, j'en assure la présidence actuellement. L'idée, c'est de faire réseau. Donc, la communauté s'y prête bien chez Biforcy, puisqu'il y a plus d'une centaine d'acteurs sur les 500 adhérents du pôle qui sont impliqués sur les thématiques matériaux, et en particulier fibres végétales, et que Biforcy et la communauté a des liens tout particulièrement avec l'Alliance du vin et du chanvre, Interchanvre, France Campus, Pôle européen du chanvre. Et puis, n'oublions pas la filière bois avec le FCBA notamment, et la liste est longue. Il y a une feuille de route au sein de cette communauté et du pôle de compétitivité, couvert bien sûr des stratégies des trois régions. Il y a un calendrier partagé. L'idée, c'est d'avoir un calendrier le plus efficace possible sur les journées techniques, les colloques, pour amener la bonne information au bon public cible et éviter qu'on se marche sur les pieds en faisant trois fois la même chose à la même date. Et puis, on a pas mal avancé sur la lisibilité des marchés. Il y a désormais des indices de prix. Alors, il y en a toujours eu dans la filière lin. Il y en a désormais dans la filière chanvre, interne à la filière chanvre. Et puis, il y a des stratégies de filière territorialisées. J'y reviens pas et ce n'est pas notre rôle. Mais j'ai ressorti 2 diapos qu'on avait présentés en 2011. En bas à gauche, c'était en vert les partenaires du projet et en jaune les partenaires du club d'intérêt, en tout cas de premier niveau. L'idée, c'est bien, au travers du point d'ancrage de nos régions, de faire masse et de faire sens et d'avoir une offre collective. Et pour avoir fait avec Biforcy des missions à l'international, je peux vous garantir qu'on a une offre unique au niveau mondial et on ne peut que se réjouir de l'alliance des trois régions autour de cette AMI et de notre pôle de compétitivité pour nous aider à avoir cette force de frappe internationale. Et puis, on a au niveau académique et des centres techniques une force de frappe dans nos régions, notamment sur le plan textile et fibres végétales. Donc, je vous ai donné en bas, au milieu de la diapo, cette vision-là de l'époque. C'était il y a 10 ans. Mais pour dire qu'on a au moins ces deux forces-là et on se retrouve bien dans la si on peut se permettre humblement de faire cette remarque pour finir la présentation. Voilà, merci Jean de cette opportunité. Eh ben, merci Damien et merci Pierre, effectivement, pour nous avoir présenté ce beau projet, effectivement, qui est très inspirant et sur lequel on voit qu'il y a eu quand même de très belles réalisations. Dans tous les cas, effectivement, l'objectif de cette AMI, c'est bien évidemment d'avoir d'autres dynamiques similaires à pouvoir accompagner. Et donc, on vous propose avec Claire Charlier de pouvoir vous présenter l'AMI. En tout cas, un grand merci aux intervenants précédents qui ont pu nous illustrer effectivement tout le contexte et l'enjeu qui nous a amené effectivement à travailler avec les trois régions sur cet appel à manifestation d'intérêt. Voilà, la parole est à toi, Claire, pour qu'on puisse présenter cette AMI. Oui, merci Jean pour cette introduction. Donc, comme vous l'avez compris dans la première partie de notre webinaire, les régions Grand Est, Hauts-de-France et Normandie lancent cette AMI pour identifier les projets de développement en faveur des fibres naturelles à usage textile et matériaux, dans le but de stimuler, d'accélérer le développement à la fois des filières existantes, mais aussi des filières émergentes, en explorant les complémentarités entre les territoires. Alors, on peut passer à la slide suivante, s'il te plaît. Merci. Petit rappel avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Il s'agit d'un appel à manifestation d'intérêt et non d'un appel à projet. Les différences subtiles se situent notamment dans la finalité qui est différente. Les AMI servent à objectiver le potentiel des projets, à recenser les entités actives sur une thématique, à préparer en amont les dispositifs d'accompagnement qui viendront dans le futur et à favoriser l'émergence de projets pour pouvoir les flécher vers des dispositifs existants.
Donc, c'est le cas de cette AMI fibre naturelle à usage textile et matériaux, à la différence d'un appel à projet qui est vraiment un mécanisme qui est mis en place par un organisme financeur, qu'il soit public ou privé, pour attribuer une aide. Dans ce cas, le financeur définit une problématique précise avec un cadre et les projets qui rentrent dans ce cadre peuvent être déposés et candidatés pour éventuellement être financés s'ils sont sélectionnés. Voilà. Les objectifs de notre AMI sont de dynamiser la recherche, le développement et l'innovation dans les entreprises du territoire, de faire émerger des nouveaux projets collaboratifs sur les 3 régions, donc Grand Est, Hauts-de-France et Normandie, dans l'idée bien sûr d'explorer les complémentarités entre les territoires. Et donc, pour ce faire, on le verra tout à l'heure, mais les projets qui incluent des partenaires dans plusieurs de ces régions seront favorisés. Et 3e objectif, de développer des nouvelles filières autour des nouvelles sources de fibres. À noter donc que la réponse à cette AMI ne constitue pas un droit acquis à une aide financière. On verra aussi le process un peu plus tard. Les ambitions sont multiples. Il s'agit de susciter, d'encourager les projets de recherche, développement et innovation dans les entreprises, donc dans le domaine des fibres naturelles à usage textile et matériaux, mais aussi de favoriser l'émergence de projets collaboratifs sur nos 3 régions, de favoriser et d'accompagner la création de start-up innovantes grâce aux écosystèmes des 3 régions, d'encourager la démarche d'éco-conception, que ce soit avec notamment l'anticipation de la fin de vie, tout ce qui va être lié à la recyclabilité, la revalorisation, la durabilité des procédés. Et puis dans la même veine, encourager les activités qui minimisent les impacts environnementaux. On peut penser ici à l'optimisation de process, etc., sur tout ce qui va être lié à la sobriété énergétique ou de matière. Faciliter le développement de nouvelles filières. Favoriser les activités qui sont non délocalisables, puisque l'idée est vraiment de valoriser la biomasse locale, donc qui pousse dans nos 3 régions, avec une transformation locale également. Et enfin, mobiliser les fonds, qu'ils soient régionaux, nationaux ou européens, de la manière la plus efficiente possible, donc en objectivant vraiment le potentiel de chaque projet. Pour ce qui est du process, il est simple, l'AMI a été lancé ce mois-ci. Il sera clôturé le 16 juin de cette année. Ça veut dire qu'il vous reste un peu moins de 2 mois pour déposer votre dossier. Dossier qui est d'ailleurs déjà disponible sur le site internet, sur la page internet de cet événement. Vous pouvez le télécharger et le compléter. Les dossiers seront tous examinés durant l'été 2023. Et les dossiers retenus seront orientés vers les dispositifs adéquats, que ce soit au niveau régional, national ou européen. Et enfin, on annoncera les résultats de l'AMI en septembre 2023. Voilà. Merci Claire. Du coup, effectivement, c'est aussi important de préciser un petit peu le périmètre de l'AMI. Donc là, la liste qui est à l'écran n'a pas volonté d'être exhaustive, mais en tout cas, vous pouvez voir qu'on cite forcément des plantes à fibres comme le lin, comme le chanvre, le miscanthus, l'ortie, le bois, donc hors bois massif construction, et ça s'ouvre également à l'herbe et puis également à la laine de mouton. Donc, ce n'est pas uniquement dédié aux fibres végétales, c'est également ouvert à des fibres animales, donc sur vraiment cette volonté de pouvoir aussi avoir une complémentarité entre les filières, ce qui paraît important au niveau des 3 régions. On peut voir qu'il y a des dynamiques qui existent et qui peuvent du coup collaborer ensemble. Et donc forcément, le périmètre géographique, comme vous pouvez vous en douter, il y a un intérêt particulier qui sera porté aux matières qui seront produites ou transformées dans les 3 régions. Pour ce qui est du coup des domaines cibles, donc là, c'est effectivement encore une fois non exhaustif, mais en tout cas, il y aura un intérêt particulier à tous les projets qui porteront sur le défibrage, sur la préparation des fibres, sur leur caractérisation,
sur la fonctionnalisation des fibres. On peut voir que tous ces mots-clés-là font écho aussi par rapport à ce qui a pu être fait dans le cadre de Symfony. La valorisation de nouvelles fibres. Effectivement, les filières n'ont pas toutes la même maturité, donc l'objectif de cette AMI-là, c'est aussi de pouvoir accompagner des acteurs, en tout cas des filières qui sont en émergence. Aussi un focus sur la valorisation des coproduits. Ça, c'est aussi une dynamique forte sur laquelle ça nous semble important de pouvoir soutenir les acteurs. Et puis, également toute la dimension économie circulaire, parce que on a aussi comme idée de pouvoir accompagner les acteurs sur les fibres recyclées, notamment biosourcées recyclées, donc avec des logiques, par exemple, de mélange dans des applications, qu'elles soient textiles ou matériaux. Si on en vient à des typologies de produits, forcément, ça va porter sur le développement de produits semi-finis, que ce soit sur des applications type plasturgie, du type caoutchouc, ou après tout ce qui est lié à des technologies textiles. Et puis après, forcément, pouvoir aller développer des produits applicatifs, que ce soit dans les domaines du bâtiment, de l'emballage, donc avec encore une fois les différentes technologies qui sont à disposition en plasturgie, en composite ou dans le domaine du bâtiment, dans le domaine du textile. Et donc forcément, les domaines cibles vont s'adresser à des marchés. Alors encore une fois, c'est des marchés préférentiels, hein. Le but de l'AMI, c'est aussi de pouvoir recueillir vos projets, vos idées, vos pistes projets. Donc on pense forcément en premier lieu à des marchés comme l'ameublement, comme le bâtiment, comme l'emballage, comme le textile ou comme le transport. Et on sait qu'effectivement, dans les trois régions, on a un vivier à la fois de compétences industrielles et académiques sur l'ensemble de tous ces sujets-là qui ont pu être ciblés. Donc voilà, dans tous les cas, pour les personnes qui ont déjà pu lire le document de l'AMI, tous ces éléments-là sont précisés. Et bien entendu, on est vraiment à votre disposition pour les questions qui vont suivre lors du webinaire. Et puis après, également après le webinaire, si vous avez des demandes de précision, on est forcément à votre disposition. Oui. Merci Jean, je reprends la main. Donc, avec les publics cibles, l'AMI a vraiment vocation à ne pas être restrictif en ce sens, hein. Les acteurs qui sont concernés par cette AMI, la liste n'est pas exhaustive et pourtant elle inclut déjà un certain nombre, hein, de structures, à la fois les entreprises, quelle que soit leur taille, de la start-up au grand groupe, mais aussi les laboratoires publics, les centres techniques, les collectivités territoriales, les associations. Voilà, donc encore une fois, comme disait Jean, on reste à votre disposition si vous avez un doute sur ce sujet, mais on se veut le moins restrictif possible sur les acteurs porteurs de projets et partenaires. Les critères d'éligibilité. Alors, pour être éligible, donc comme encore une fois, c'est mentionné, hein, déjà dans le document de l'AMI, le projet doit pouvoir répondre à au moins l'un de ces critères, être un projet de recherche, de développement ou d'innovation à visée marché dans les secteurs, hein, que Jean va décrire, ou a décrit précédemment. Être collaboratif, c'est-à-dire associer à minima une entreprise avec un laboratoire public, de préférence sur 2 des 3 régions de l'AMI, voire sur les 3 régions s'il y a davantage de partenaires. Être un projet de développement de filière, ou être un projet de création d'entreprises innovantes. Voilà. Autre précision, hein, qui a son importance, le projet doit pouvoir justifier d'un total de dépenses éligibles d'un minimum de 100 000 €. Donc, voilà, ça vous donne une indication sur la taille, hein, des projets qui sont attendus, le potentiel voilà, des projets. En ce qui concerne les critères de sélection, donc seront regardés les degrés d'implication des entreprises, l'impact en matière de développement économique et d'emploi sur les régions, l'aspect innovant, l'aspect stratégique et structurant du projet pour les territoires,
et le respect de l'environnement et logique d'économie circulaire, hein, comme ça a été évoqué déjà, hein, à la fois la démarche d'éco-conception, mais aussi tout ce qui va être lié à l'analyse du cycle de vie, la chimie verte, des process plus durables et la réduction d'utilisation d'eau, sobriété énergétique et de matière. Et donc, effectivement, tous ces éléments-là, ils sont disponibles, comme l'indiquait Claire, hein, je pense que vous l'avez vu en vous inscrivant au webinaire. Le dossier, du coup, c'est 10 pages maximum. L'objectif, hein, c'est de pouvoir nous décrire la problématique à laquelle votre projet souhaite répondre, qu'on puisse identifier les différents risques associés et également comment vous souhaitez répondre à cette problématique, avoir une description du programme de recherche ou du partenariat. Donc ça, c'est encore une fois dans les grandes lignes. L'objectif, ce n'est pas de vous demander un document exhaustif sur... c'est surtout de pouvoir effectivement avoir déjà des éléments tangibles sur lesquels les 3 régions pourront acter sur les redirections, en tout cas, qui peuvent être faites par rapport à ce projet-là. Et puis, du coup, effectivement, avoir un budget prévisionnel qui puisse aussi cadrer un petit peu votre projet et puis avoir une idée de sa redirection vers les dispositifs qui seront les plus adéquats possibles. Et forcément avoir un calendrier de mise en œuvre, parce que c'est aussi pour pouvoir mettre en regard par rapport aux dispositifs et aux différents calendriers correspondants. Dans tous les cas, encore une fois, hein, l'objectif, c'est de pouvoir vous accompagner au mieux sur des projets interrégionaux sur lesquels il pourrait y avoir un accompagnement. Comme l'indiquait Claire, hein, donc c'est pour vous rappeler à nouveau, hein, que la clôture de l'AMI, c'est le 16 juin prochain. Et donc que cette AMI a vraiment cet objectif de pouvoir vous rediriger facilement vers les différents dispositifs qui existent, hein, à l'échelle régionale, nationale ou européen. Et donc, dans tous les cas, on reste à votre disposition avec Claire pour vous aiguiller, hein, par rapport aux différentes questions qui pourraient y avoir. Donc, que vous les posiez là durant le webinaire ou après le webinaire, en tout cas, avec plaisir pour y répondre. On va du coup passer aux questions-réponses. Oui, alors je vois qu'il y a déjà des questions qui nous sont posées. Peut-être que du coup, les régions peuvent commencer à répondre. Je vois une question sur les critères d'éligibilité. Est-ce que tous les acteurs d'un projet doivent absolument être situés dans l'une des régions Grand Est, Normandie ou Hauts-de-France? Guillaume ou Maximilien, je vous laisse répondre. On va répondre. Donc, Guillaume Joly, directeur adjoint pour la direction de l'économie du vivant à la région Grand Est. Déjà, moi, je voulais, avant de répondre à cette question, vous remercier, hein, pour la présentation et pour ces échanges et redire à quel point nous sommes à disposition des porteurs de projets pour répondre à leurs questions et travailler avec eux au montage de ces projets. Ce qui est relativement innovant dans cette AMI, et je pense que tout le monde l'a compris, c'est cette synchronisation qu'on a su faire entre les 3 régions pour essayer de connecter nos outils de financement de projet. Et c'est pour ça que c'est un AMI, parce que l'idée, c'est de faire remonter des bons dossiers et après de se poser la question de l'ingénierie financière de ces sujets. Moi, ce que j'ai envie de dire sur cette question précise, mais je laisserai mes collègues, s'ils le souhaitent, compléter, c'est que tout est possible. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on ait des projets birégionaux, trirégionaux, avec un maximum d'acteurs dans la région. Je pense que ce n'est pas impossible qu'on ait des acteurs hors région. Il faudra juste qu'on puisse argumenter le pourquoi cette compétence n'est pas présente en région, par exemple,
et qu'il est nécessaire et obligatoire finalement d'aller chercher la compétence à l'extérieur de la région et notamment de voir comment on peut financer ce partenaire. Je pars du principe où on est sur des financements purement région. On peut imaginer aussi, si on a des financements nationaux pour le projet ou européen, la question se pose peut-être un petit peu moins. Néanmoins, la volonté de cette AMI, c'est que les 3 régions puissent financer leurs acteurs et qu'on évite, comme on a l'habitude de le voir dans des projets qui sont mono-régionaux, de devoir être dans l'obligation de passer certains partenaires en prestataire, entre guillemets, pour pouvoir les financer. Donc ça, c'est vraiment cette volonté d'avoir synchronisé nos outils de financement et de tenter de pouvoir financer au mieux les acteurs des 3 régions et que chaque région puisse prendre le financement de ses acteurs dans ces projets partenariaux. Donc, pourquoi pas pour des partenaires extérieurs, mais il faudra en tout cas justifier le fait que la compétence n'est pas en région et on verra au cas par cas. Et Guillaume, si vous permettez de témoigner sur Symfony, c'est une vraie chance que vous nous offrez, parce que sur Symfony, on avait dû faire le tour de 10 collectivités territoriales, et en particulier à l'époque des 5 anciennes régions. Donc, merci beaucoup de vos soutiens au niveau des 3 régions. Merci Guillaume pour cette réponse. Est-ce que Maxime ou Maximilien souhaite compléter? Oui, alors Maximilien Duval, chargé de mission filière en émergence pour la région Normandie. Oui, comme disait Guillaume, c'est pas bloquant d'avoir des partenaires qui sont extérieurs à la région. Après, c'est l'avantage de l'AMI, c'est que, entre guillemets, faites au mieux. Et après, s'il y a des points, n'hésitez pas à contacter Biforcy ou les régions pour monter le projet. Et si on voit qu'il y a des points qui sont trop bloquants, à ce moment-là, on voit ce qu'on peut faire pour trouver des solutions pour que le projet puisse être mené à bien. Il ne faut pas que ce soit un frein qui vous empêche de déposer dans le cadre de l'AMI. Et au-delà du coup des partenaires effectivement en région ou hors région, on a déjà eu la question du coup d'acteurs qui du coup se demandaient si le porteur devait être domicilié dans l'une des 3 régions. En ayant ou est-ce que on peut avoir un projet dans lequel on a des partenaires effectivement dans les 3 régions, mais où le porteur n'est pas domicilié dans ces 3 régions-là. Est-ce que ce type de projet-là peut être éligible ou pas? Peut-être que je peux commencer sur la réponse au même titre que la réponse précédente. On peut imaginer du cas par cas, mais j'aurais à penser quand même que si on fait un AMI tri-régional sur ces sujets, je pense que ça serait quand même bien vu que dans les projets, le porteur soit à minima dans les 3 régions. Je pense qu'on peut imaginer un partenaire, si c'est justifié, qu'il soit hors région. Je pense que pour le porteur, ça me semble un peu plus compliqué. Après, encore une fois, on peut faire du cas par cas et il va falloir vraiment l'argumenter, le pourquoi ce n'est pas possible d'avoir le porteur en région sur un AMI porté par les 3 régions. Je complète les propos de Guillaume. Bonjour à tous, Maxime Bob-Tolastel, responsable du service économie à la région France. Effectivement, l'idée, c'est on a souhaité ouvrir largement cette AMI. Et donc, voilà, on va faire du cas par cas, mais l'idée, c'est aussi vous laisser la liberté de proposer des projets et on étudiera selon les cas que vous nous offrez. Merci Maxime pour ta réponse. On avait un léger écho, donc au moins ton message est doublement passé. Dans tous les cas, on vous propose de passer aux questions qui ont été effectivement posées. N'hésitez pas à les poser dans la partie questions et réponses. On a du coup un premier appel du pied, si je puis m'exprimer ainsi. De Monsieur Hugues Dautefeuille qui indique « Hormis Urtica, dont je suis membre, y a-t-il d'autres acteurs en ligne intéressés par l'ortie ?» Donc, dans tous les cas, c'est si vous souhaitez effectivement travailler sur l'ortie, sachez que donc là, la réponse va être
va être publié. Et donc, comme ça, n'hésitez pas effectivement à contacter Monsieur Dautefeuille sur des dynamiques interrégionales sur la partie ortie. On a une autre question de Monsieur Delattre de l'Université du Littoral, donc en région Hauts-de-France. J'ai plus toute la dénomination de votre entité, navré par avance, mais votre question effectivement porte sur le cofinancement de bourses de thèse interrégionales qui est aujourd'hui impossible. Est-ce que demain, le cofinancement de bourses à l'échelle interrégionale, donc bourse de thèse, sera-t-il possible? Donc, est-ce que les 3 régions pourraient être en capacité de pouvoir effectivement financer une thèse à 2 ou 3 régions? Quand je vois la tête de mes collègues, je me lance. Ce que je peux vous dire à nouveau, c'est que cet AMI, en fait, on n'a pas prévu dans cet AMI de mettre en place de nouveaux dispositifs. C'est-à-dire qu'on va se baser sur nos dispositifs existants et nos règlements. Ça veut dire que si nos dispositifs aujourd'hui existants le permettent, c'est possible. S'ils ne le permettent pas, ça ne sera pas possible. Néanmoins, on va se servir aussi de cet AMI comme un espace finalement d'expérimentation, de travail. Donc, n'hésitez pas aussi à nous signaler ce genre de possibilités pour qu'on puisse le tester. On sera sur cet AMI sur une première levée. S'il y a des choses à corriger ou des choses à réfléchir ou à travailler en interrégional, on pourra le faire. Alors, peut-être pas pour cet appel-ci, pour cet AMI-ci, mais en tout cas, on pourrait réfléchir. Donc, n'hésitez pas à nous faire remonter toute difficulté. Pour l'instant, je ne sais pas répondre à cette question et si c'est possible. Par contre, on va y regarder et on vous reviendra sur les possibilités. Merci Guillaume, en tout cas, pour ces réponses que tu apportes comme ça, effectivement, au fil de l'eau et qui permettent de répondre à des questions très légitimes que peuvent avoir des porteurs ou des partenaires. On a une autre question, du coup, de la part d'Arvalis, par Monsieur Yann Flodrops, et donc qui nous indique: pouvez-vous préciser pour le partenariat la nécessité d'avoir un laboratoire public? Donc, désolé, on a la limitation de ne pas pouvoir ouvrir les micros aux participants. Donc, on lit les phrases que vous indiquez directement dans le chat. Donc, désolé si la retranscription n'est pas toujours aussi fidèle par rapport à ce que vous nous indiquez. Mais dans tous les cas, là, la question, c'était concernant la nécessité d'avoir un laboratoire public. Effectivement, qu'est-ce qu'on entend par laboratoire public dans l'AMI? Guillaume, Maxime ou Maximilien, si vous souhaitez répondre. Oui, je pense qu'il faut être très simple sur l'idée de laboratoire public. On est principalement sur des laboratoires d'université. On est sur des. Enfin, l'idée est principalement dans cette AMI de pouvoir croiser le monde industriel et le monde académique. Donc, on est principalement sur de la recherche publique et enfin, voilà, de pouvoir croiser nos capacités. Donc, ça peut être un laboratoire d'université, ça peut être un centre technique. Enfin, après, on verra encore une fois dans les projets, on incite à croiser entre les laboratoires publics et les industriels. Mais à nouveau, s'il y a d'autres propositions, on les regardera activement. Et encore une fois, cet AMI, il a vraiment pour objectif de faire sortir des propositions, de pouvoir nous alimenter en idées de projets, en projets, et que ce soit les 3 régions ou le pôle B4C.
à votre disposition pour essayer de vous accompagner, à structurer des consortiums, à essayer de monter des propositions. On le voit sur les questions autour du Miscanthus, de savoir quels sont les acteurs du Miscanthus, quels sont les acteurs de l'ortie. Voilà, n'hésitez pas aussi à vous servir de cette AMI pour faire des appels à intérêt et de pouvoir identifier des acteurs dans les 2 autres régions ou dans les 3 régions qui auraient des intérêts communs avec vous pour monter des propositions. Alors, on est très ouvert à ça et surtout ne voyez pas les 3 régions et B4C comme étant juste des financeurs et juste notre capacité d'accompagner financièrement les projets, mais aussi nous accompagner à vous aider à structurer. Alors, c'est plus facile avant le 16 juin, ça sera bien sûr impossible après le 16 juin pour des questions de concurrence, mais en tout cas, avant le 16 juin, les équipes de B4C principalement et pourquoi pas les régions sont aussi à disposition des acteurs pour vous accompagner à monter ces projets. Merci Guillaume pour ces précisions. On a du coup deux autres, en tout cas, appels à partenariat dans le chat qui vont être mis en ligne. On a notamment Hafner Energy qui nous indique avoir développé une solution qui permet de valoriser les coproduits des tailleurs comme la Nadelin et la chaîne vote issue du chanvre et également le Miscanthus en des gaz renouvelables, donc de l'hypergaz ou de l'hydrogène vert, donc ce qui permet d'aider à la décarbonation industrielle des transports. Et on peut déjà voir effectivement dans les éléments qui sont indiqués par Hafner Energy qui a aussi un lien qui a déjà été fait avec le président de la région Normandie, Hervé Morin, donc pour travailler effectivement sur des projets avec des coopératives et des industriels en Normandie et également en région Hauts-de-France pour valoriser ces coproduits et donc du coup aider à la décarbonation régionale. Sinon, on a également du coup, on n'a pas nécessairement à chaque fois les identités complètes des personnes. Si M. Parmentier peut indiquer, je n'ai plus toute la liste des participants en tête, mais donc si vous pouvez l'indiquer dans le chat. Donc nous souhaiterions, en partenariat avec une coopérative agricole, construire une usine d'isolant semi-rigide en Miscanthus dans les régions ouest et développer dans les Vosges l'introduction du Miscanthus dans les panneaux en fibre de bois, tout en faisant travailler les agriculteurs de la région ouest, Normandie et Bretagne. Pensez-vous que ce projet est éligible ? Tout dépend un peu de ce qu'on entend par la région ouest, parce que ça reste un peu vague. Après, pourquoi pas c'est le but de l'AMI, c'est d'avoir une présentation un peu plus concrète du projet. Donc oui, en soi, il n'y a rien de bloquant dans la description qu'on ait faite pour l'instant. Et donc, il s'agit de la société Pavatex, ce groupe Soprema. Et donc, la capacité de l'usine en région ouest serait de 12 000 tonnes par an. Merci en tout cas, Maximilien, pour ta réponse. On a également, du coup, Christophe Lemaire de Tissage Bastien qui indique que depuis mai 2022, via le pôle de compétitivité Aura Materials qui coordonne en région Hauts-de-France les acteurs lin et chanvre, qui ont été invités à faire part au préfet de région de leurs besoins en investissement pour développer ces filières. N'y a-t-il pas doublon ? Donc, je vous laisse Guillaume, Maximilien ou Maxime, et j'imagine, surtout Maxime, répondre à cette question. Oui, alors je privilégie les réponses par chat si mon micro ne sonne pas bien, mais effectivement. Là, on a toujours un double écho, en fait, un écho. Je peux prendre le relais, Maxime, si tu veux, très rapidement. Donc oui, c'est vrai qu'on est sur la question du développement du lin, en particulier en région Hauts-de-France. Et non, on n'est pas forcément dur du doublon, en fait. On peut voir ça comme une initiative complémentaire qui permet aussi d'aller capter des compétences dans d'autres régions.
Moi, je le vois un peu différemment des travaux entrepris avec le préfet qui, en fait, on mérite toutes d'aller dans le même sens, développer les filières. Donc, si ça doit passer par des projets interrégionaux, très bien. Et si ça doit passer par des sujets qu'on remonte au niveau de l'État via le préfet en région de France, voilà, c'est ce qu'il faut se dire, c'est ça fait pas doublon, on faut plus le voir comme un complément d'action. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Agathe, pour ces compléments. Oui, et peut-être Jean, et merci oui. Agathe et de dire qu'en Grand Est, en fait, on fait exactement le même exercice et pour nous aussi, c'est pas du tout doublon, bien au contraire. Et je vais complètement dans le sens d'Agathe de dire que l'intérêt de cette AMI, c'est notamment pour des projets tri- ou birégionaux. Bien sûr que les projets monorégionaux trouveront toute leur place et tout leur financement comme d'habitude, mais ce n'est pas tout à fait l'objet de cette AMI. Cette AMI, il a vraiment pour objectif de faciliter le financement des projets birégionaux et trirégionaux. Hein. On soit bien d'accord sur ce sujet. Ça ne remplace pas ou ça vient plutôt en complément de ce qui se fait par ailleurs. Et en complément, pour un exemple très concret, des sujets sur la paille, l'ortie ne trouvent pas d'écho dans la structuration des filières lin proposées par les préfets. Donc, ça permet aussi d'agrandir le périmètre au sujet des fibres en général. C'est ça. Et on est vraiment à la recherche de... Alors, on a un double micro ici aussi. On est vraiment à la recherche de nouveaux projets, donc nouvelles filières, ainsi de suite. Et le but premier, c'est d'accompagner les porteurs à mettre en place leurs projets. Donc d'un côté, même s'il y a plusieurs dispositifs qui peuvent être semblables entre les préfectures, l'État, les régions, c'est permettre aussi d'avoir une meilleure offre pour le porteur qui va mieux répondre à ses besoins et le permettre d'aller plus loin et de mener son projet comme il l'entend. Eh ben, merci en tout cas pour la question qui est effectivement intéressante et qui permet de répondre en live effectivement à ces interrogations qui peut y avoir. On a déjà une personne qui est intéressée par l'ortie, donc pour le projet, enfin en tout cas pour Urtica, donc on vous indique les coordonnées. On a une dernière question sur le secteur laine. Donc, pourriez-vous parler un peu plus du secteur laine dans nos régions? Donc, je vous laisse répondre peut-être à tour de rôle pour nous indiquer. On sait qu'effectivement, en région, notamment Grand Est et Normandie, il y a des initiatives qui existent. Et Maximilien, n'hésite pas côté Hauts-de-France, n'hésitez pas, Agathe et Maxime, à compléter. Effectivement, le but de cette AMI, encore une fois, c'est aussi de pouvoir identifier toutes les dynamiques qui existent et de pouvoir vous accompagner effectivement au mieux dans la réalisation de vos projets. Oui, bah après, ça dépend exactement ce qu'est la question, mais l'AMI, comme on l'a dit, c'est vraiment toute fibre, à condition qu'elle soit naturelle. Donc, ça va être fibre végétale ou fibre animale. Donc, après, ça peut être tout ce qui est laine de mouton, laine d'alpaga. On a été contacté, nous, nos services, par rapport à la valorisation de la laine d'alpaga en Normandie. Donc, il n'y a aucun point de blocage par rapport à ces solutions-là. Après, c'est toujours pareil, c'est dans le cadre d'un dossier un peu plus complet et présenté ce qu'on pourra mettre en place pour que ça réponde, pour vous accompagner sur votre montage de projet. Je vois qu'il y a une précision sur la laine de mouton, donc oui, il n'y a aucun souci. Après, c'est pareil, ça va dépendre du volume, ça va dépendre de la qualité, de comment vous voulez la valoriser. Et ça, c'est dans le montage du projet où on va pouvoir mieux cerner vos attentes et mieux vous accompagner. Oui, je pense que je ne vais pas dire mieux que ce que disait Maximilien. Alors, nous, on a notamment un projet en région Grand Est, qui est le projet Défilène, et qui est porté autour du parc national régional de Lorraine, qui a pour objectif de remettre en place une filière laine, donc qui permettent d'avoir des valorisations multiples, et notamment en textile et matériaux. Notre volonté dans cette AMI, c'est surtout pas à nouveau d'opposer les types de fibres, donc c'est de pouvoir, autour des fibres végétales, des fibres naturelles, voire des fibres recyclées, de pouvoir imaginer des mix de fibres
et de pouvoir voir comment ces trois filières peuvent être synergiques. On peut imaginer demain d'avoir des produits qui sont mi-laine, mi-lin ou mi-chanvre, avec des matières qui soient recyclées, qu'elles soient d'origine végétale ou synthétique. Enfin, voilà, on peut aussi être, quand on parle d'innovation, d'être dans des innovations un peu de rupture et d'être un peu disruptif. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à nous faire des propositions. On ne voulait pas, dans nos discussions, exclure les fibres naturelles de notre ambition commune de développer un certain nombre de projets. Voilà, en quelques mots sur la laine, mais avec plaisir pour aller plus loin s'il y a besoin d'aller plus loin sur la question en lien avec la personne qui a posé la question. Bah, merci en tout cas à vous deux pour, enfin, on va dire à vous quatre, du coup, pour toutes vos réponses. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous souhaitez poser? En tout cas, profitez quand même de cette opportunité d'avoir les référents régionaux sur ces sujets-là en direct, vraiment les personnes opérationnelles qui travaillent les sujets au quotidien. Donc, en tout cas, si vous n'avez pas d'autres questions, enfin non. Peut-être, Jean, on avait la question de signaler qu'on va pouvoir aussi mettre à disposition la présentation qui a été faite, notamment sur le site de l'AMI. Donc, on retrouve sur les 3 portails officiels donc, des 3 régions autour de la bioéconomie, l'AMI, donc le dossier à remplir, le détail de l'AMI, si vous voulez aller regarder plus loin, et puis on mettra bien sûr la présentation qui a été faite à disposition avec notamment l'accord de tous les intervenants. Il y a une question qui arrive. Quelle est la durée des projets donc de la part de l'Université du Littoral, Côte d'Opale? Je crois que Maxime répond en direct, mais… Ça dépendra du dispositif vers lequel vous serez réorienté. C'est l'avantage de l'AMI, c'est qu'on n'est pas sélectif sur les termes de budget, à part les 100 000 € minimum. On n'est pas sélectif sur le terme de durée. Par contre, en fonction du dispositif vers lequel votre projet sera réorienté pour vous permettre d'avoir le meilleur financement et le meilleur accompagnement, c'est les paramètres de ce dispositif-là qui seront pris en compte pour tout ce qui est durée, budget maximum, taux de financement. Merci Maximilien, très clair en réponse. On a du coup une question de la part de Montgoblet en Lin, qui remercie pour les présentations et qui demande des précisions par rapport aux dépenses éligibles. Il est indiqué petit matériel et équipement et matériel de recherche utilisé pour le projet de RDI. Qu'est-ce que cela implique? Pas de matériel de production, mais matériel de prototypage. Donc, est-ce que le matériel de prototypage peut être inclus Donc, encore une fois, sans répondre à votre place, ça dépendra forcément des dispositifs fléchés par rapport au projet que vous présentez. Guillaume, je vois que ton micro est ouvert si tu souhaites… Non, je pense que la réponse est la même que précédente. L'idée, c'est qu'on puisse regarder par rapport aux différents dispositifs ce qu'on est capable de prendre en compte, notamment sur le petit matériel et de définir. À nouveau, je pense que je vais redire ce que j'ai déjà dit, mais l'idée, c'est vraiment de nous faire monter vos projets, qu'on puisse les analyser au mieux et qu'ensuite qu'on puisse ne pas hésiter aussi à travailler avec vous en amont pour essayer d'essayer de construire ces projets de la meilleure façon qui soit et de répondre à ces différentes questions au fur et à mesure du montage des projets et de vous orienter vers la bonne façon de présenter le budget, de présenter le projet et de faire que derrière ces dossiers puissent être bien vus par notre jury tri-régional. Mais on regardera en fonction des dispositifs qui seront sollicités.
Sinon, dans tous les cas, il y a aussi également des questions qui nous sont posées sur les contacts des différents intervenants. Les contacts au niveau des 3 régions sont précisés dans le document de l'AMI. Donc ça, vous pourrez également contacter les 3 référents qui sont indiqués. Il y a les adresses email qui sont précisées dans le document. Et encore une fois, Claire et moi-même, on est à votre disposition pour vous aiguiller, parce qu'effectivement, comme je pense que vous l'avez bien compris, l'exercice d'un AMI reste particulier. Ça reste un exercice ouvert sur lequel on va répondre aussi au cas par cas en fonction des différentes typologies de projets qui sont proposés. Eh ben, écoutez, sinon, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut vous proposer de clôturer ce webinaire. Je ne sais pas si Guillaume, Maximilien, Agathe ou Maxime, vous avez des éléments complémentaires à ajouter. En tout cas, un grand merci à vous pour votre temps, pour votre disponibilité, pour déjà les premières réponses que vous avez pu apporter qui vont pouvoir effectivement rassurer les différents partenaires et puis travailler dans les 2 prochains mois effectivement à proposer des projets, en tout cas des pistes projets sur lesquels les 3 régions pourront effectivement vous aiguiller sur des dispositifs adéquats. Dans tous les cas, on est très heureux d'avoir vu effectivement que ça suscitait un bon nombre de participants sur ce webinaire-là, donc ce qui préfigure, on imagine, un bon exercice de lecture pour nous tous, du coup, par rapport au projet qu'on pourra recevoir. On a une dernière intervention, effectivement, de Monsieur Labrier, qui fait un appel à partenariat donc, du groupe Infinity. Si vous recherchez un industriel pour tricoter une maille à usage vestimentaire, nous pourrions proposer notre aide. Donc, on vous indique en direct les coordonnées de la personne. Vous avez bien raison de profiter de l'exercice pour vous manifester. Et dans tous les cas, s'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres réactions, on tient à remercier déjà toutes les personnes qui ont pu intervenir, les différents représentants en région, et puis les participants effectivement de ce webinaire-là qui ont pu interagir sur cet appel à manifestation d'intérêt. On espère que les choses sont du coup bien claires dans votre esprit, que vous avez tous les éléments à votre disposition pour répondre à cette AMI-là. Et dans tous les cas, encore une fois, on est à disposition à la fois côté des régions et B4C pour répondre à vos futures rédactions de projets. En tout cas, un grand merci à tous. On vous souhaite une bonne suite d'après-midi. Et puis à bientôt pour travailler sur les fibres naturelles. Merci Jean, merci à tous. À très bientôt à disposition. Merci à tous, bonne journée. Au revoir, bonne journée. Bon après-midi.